envie de continuer et poursuivre vos conversations. Nous avons encore deux intervenants et des panélistes qui sont prêts à vous livrer leur vision, leur approche par rapport à la thématique du jour. Donc je vais vous inviter à prendre place pour qu'on puisse avancer sur cette séquence, si vous le voulez bien. Alors vous avez vu, j'ai déjà avec moi Monsieur Hicham Shrifi Alaoui, le directeur général d'Atlas Cloud Service, qui est très très empressé de partager avec vous pendant les 10 prochaines minutes son pitch. Donc merci de prendre place. Je vais vous laisser la parole. C'est bon? Je bouge d'habitude, mais là, je vais être statique. Avant tout, marhaba bikoum, bienvenue à l'université Mohamed VI, bienvenue à l'écosystème dans lequel on se trouve. Atlas Cloud Services est le data center souverain au Maroc. On a parlé tout à l'heure de digitalisation, de beaucoup de sujets qui nous tiennent à cœur, notamment tout ce qui est souveraineté. Je vous invite tout à l'heure, pour les gens qui sont intéressés, à venir visiter un réel et en live un data center souverain. Donc on a parlé depuis tout à l'heure des enjeux et des problématiques que la Covid a ramenées dans notre vie à tous, dans notre vie de tous les jours. Et les enjeux ont beaucoup changé. On parlait tout à l'heure, je dirais, de digitalisation et de toutes les applications qu'on utilise au quotidien, notamment l'université. Je vais revenir à plusieurs reprises sur les exemples de l'université, parce qu'on va visiter un peu tout ce qui se passe dans cet écosystème qui m'est très cher. Avec la Covid, les cours se sont arrêtés. Je vais sortir un peu du canevas de la présentation et je vais parler de façon plus générale parce que ce sont des sujets qui nous touchent tous. Avec la Covid, l'école s'est arrêtée, les administrations se sont arrêtées, tout s'est arrêté. Et heureusement que le cloud était là, heureusement qu'il y a eu beaucoup d'applications qui nous ont permis de continuer à vivre, d'acheter, de se nourrir et d'étudier et d'utiliser un peu tous les réseaux sociaux. Un data center souverain, donc, est un pilier de notre vie de tous les jours. Parce que sans le savoir, on utilise au quotidien les services d'un data center. Quels sont les enjeux d'un data center souverain? Les enjeux, c'est la stimulation de la transformation digitale des entreprises et des institutions. Un autre enjeu, c'est de catalyser et de développer de nouveaux services digitaux qui nous permettent d'utiliser de nouveaux services. Par exemple, payer l'électricité, payer l'eau, accéder aux cours en ligne, chatter avec des amis, discuter avec ses enfants. Je vois Mounir discuter avec ses enfants au Canada. Donc, ce genre d'applications ont besoin d'un data center qui puisse canaliser tout ce genre d'informations. Et tout ça, les enjeux du cloud aussi, c'est la souveraineté, parce que de plus en plus d'applications, de plus en plus de données sont au niveau d'hyperscalers et on ne sait pas où sont nos données. Donc il y a un problème de souveraineté. Et qui dit souveraineté, on parle souvent de souveraineté à titre, je dirais, d'un pays,
et on en a parlé tout à l'heure, moi je vois la souveraineté africaine. Et pour ça, il y a des prérequis, on va en parler tout à l'heure. La stratégie du cloud. On a parlé tout à l'heure de confiance, on parle de confiance marocaine, mais de confiance africaine. On doit se faire confiance mutuellement pour pouvoir parler de cloud souverain et de cloud africain souverain. Donc la confiance est un des piliers majeurs à mes yeux. La réglementation aussi. Donc de plus en plus d'administrations se tournent vers le cloud. Pas parce qu'ils sont contraints, mais parce que financièrement et le côté opérationnel aussi, l'administration en profite. C'est-à-dire qu'il y a un gain certain au niveau de la politique cloud au centre. Donc tous les achats des administrations dans certains pays, notamment aux États-Unis, en Europe, il n'y a plus d'achat de serveurs pour les administrations. Donc qui dit achat de serveurs dit achat de puissance de calcul sur le cloud. Et les politiques industrielles, comme vous voyez, j'ai un logo Morocco Now. J'aurais aimé porter un logo Africa Now. Donc travaillons ensemble, ayons confiance l'un en l'autre et essayons de monter ce cloud souverain, ce data center souverain autour de la confiance africaine. Donc le besoin d'offres de data center qui répond au challenge de la transformation digitale des entreprises. Donc on a remarqué l'explosion des données parce que tout passe maintenant par le cloud, tout passe par l'IT. Donc ça, surtout avec la Covid, on a assisté à une explosion de données, donc plusieurs paramètres le prouvent, et aussi le développement de plusieurs API. Je pense qu'on va faire une petite visite de l'écosystème l'université Mohamed VI. Beaucoup de choses se font ici. Et j'invite un peu tout le monde à visiter le 1337 et les StartGate et autres. C'est ce genre d'écosystème qui nous permettront d'être souverains sur nos pays respectifs. Et le travail entre tous ces écosystèmes panafricains pourront, à mes yeux, permettre d'avoir une souveraineté africaine. Parce qu'il faut développer le vivier qui puisse utiliser tout ce genre d'informations qui circulent sur le net. Un data center souverain se doit d'offrir une haute flexibilité et d'être certifié pour pouvoir être de confiance. Donc le data center juste à côté qu'on va visiter, que je vous invite à visiter tout à l'heure, est le seul au Maroc et parmi les rares à être Tier 4. Donc l'écosystème OCP, UM6P, quand ils font quelque chose, ils le font bien ou ils ne le font pas. Donc le meilleur des normes internationales est juste à côté, que je vous invite encore une fois à visiter. On est sur une région chaude et froide l'hiver. Le problème de l'énergie est là et il va faire qu'augmenter. L'énergie, le coût de l'énergie. Donc le data center à côté est green. Donc en termes d'énergie, les plaques solaires, l'éolien et d'autres sources d'énergie font fonctionner le data center. Je ne vais pas vous étaler toutes les offres du data center, on va les voir de visu tout à l'heure, mais sachez que les offres du data center s'articulent autour de tout ce qui est cybersécurité, la colocation, le cloud, le SaaS, le BaaS et j'en passe. Tout ça, c'est pour rendre nos entreprises, nos administrations plus agiles et se concentrer sur leur cœur de métier. Donc, un data center souverain est un maillon important quand on parle de digital, quand on parle d'application, quand on parle de notre utilisation au quotidien. Sachez que derrière, il y a des gens qui travaillent en arrière-plan et qui vous permettent de faire ça. Pour résumer, l'identité,
Atlas Cloud Services fait partie d'un écosystème souverain. C'est une filiale de l'université Mohammed VI, filiale de la fondation OCP. Donc, en termes de souveraineté, notre leitmotiv, c'est d'accompagner l'écosystème marocain et panafricain pour assurer la souveraineté. Notre vocation, c'est de contribuer à la souveraineté de la data et de nos informations. Et merci, je suis à 30 secondes. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Je vous invite à visiter le data center tout à l'heure. Il y a des shuttles qui sont prévus et n'hésitez pas. C'est une prouesse technologique et aussi une fierté nationale. Merci, Monsieur Chifri Alaoui, pour ce pitch dans les temps, avec un message fort. Rappelez-vous la visite, et puis si vous voulez avoir des informations complémentaires sur ces offres, n'hésitez pas à vous rapprocher de lui. Je vais tout de suite convier mon prochain intervenant, Monsieur Mounir Soussi, qui est vice-président Cloud et IA de Huawei Northern Africa, à venir me rejoindre sur scène avec le même exercice de style, 10 minutes pour nous exposer les éléments clés au sujet de son entreprise. Merci pour l'invitation et je vais prendre le luxe de reprendre les 2 minutes extra de Hicham. Vous avez négocié ça ensemble ? On va démystifier. Le débat d'aujourd'hui a été très intéressant autour de la souveraineté cloud, souveraineté des données, le cloud national, le cloud souverain. Je vais essayer de démystifier tout cela. On peut passer en mode présentation. Cloud souverain, on a parlé tout à l'heure de cloud souverain. Le débat des 4 personnes tout à l'heure, des 5 personnes sur la souveraineté de la donnée, sur la souveraineté du cloud, était très très riche. Et on a évoqué à un moment donné la technologie, les GAFAM, l'usage du cloud et l'usage des services de ces leaders du cloud et le choix que peut avoir une nation à utiliser ça. Je pense qu'il y a une alternative à ça et qu'un fournisseur de technologie doit se limiter à fournir le meilleur de la technologie sans pour autant aller dans la définition des rules, des lois à l'usage de ces plateformes. Donc l'alternative à ça, c'est un partenariat que chez nous, Huawei, on y croit et on va tout à l'heure parler de ce modèle, c'est fournir en partenariat le meilleur de la technologie, mais aux nations, aux entreprises, aux gouvernements de bâtir leurs lois, les usages et la meilleure façon d'opérer ces plateformes. Pour revenir sur le cloud, pourquoi le cloud aujourd'hui? On est à l'aube d'une 4e transformation industrielle où la technologie, la donnée et l'intelligence autour de la donnée et la technologie sont au cœur de cette transformation. Le cloud, l'intelligence artificielle, la donnée constituent un trio qui va permettre aux gouvernements et aux entreprises d'offrir le meilleur des services à leurs clients et à leurs citoyens. Dans ce trio qui va changer différentes industries, on parle de mobile banking, on parle de mobile money, on parle d'industrie 4.0, on parle de nouvelles formes de transport, de sécurité pour les services gouvernementaux. Tout ça, le cloud étant la fondation pour distribuer ces services-là. Et aujourd'hui, juste une petite donnée à partager avec vous. Est-ce que vous savez combien
en termes d'investissement, en pourcentage, constituent les investissements en cloud, data center pour l'Afrique? Est-ce que quelqu'un a une idée? Mon ami Mohamedou, je pense, on en a déjà parlé, mais tu as une idée. Cela représente moins de 2% des investissements. Sachant que le data center, le cloud, représente un pilier et une fondation pour la distribution de ces services qui va constituer la 4e révolution industrielle. L'Afrique, qui est une grande partie du monde, n'a pas sa vraie part du gâteau de ce qui se prépare. On est à l'aube d'une vraie révolution de nos économies. Les investissements ne suivent pas et on doit se rendre compte que les investissements dans le cloud, surtout les clouds souverains, et je vais y revenir tout à l'heure, doivent constituer une grande partie des investissements des États africains. Revenir sur des statistiques aussi, des statistiques utilisées par de Gartner et de IDC. J'ai tiré ces données. 100% en 2025, 100% de l'adoption du cloud dans les entreprises. 80% de toutes les applications qui vont être développées dans les 4-5 prochaines années vont naître in cloud. Pas en cloud, ils ne vont pas tourner, mais ils vont naître même dans le cloud. 97% des entreprises vont utiliser dans 4-5 années l'intelligence artificielle pour prendre des décisions business. Revenir sur un autre point de débat de tout à l'heure, on a parlé de souveraineté des données, souveraineté du cloud. Je vais juste vous rappeler que les 2 années passées, on a parlé de souveraineté sanitaire, souveraineté médicale. Vous vous rappelez la crise des masques. Donc aujourd'hui, toutes les chaînes de valeur autour des hôpitaux, autour du système de santé, commencent à intégrer la souveraineté nationale ou régionale pour garantir cette autonomie au niveau des nations. Donc ça, il n'y a plus de débat autour de cette souveraineté nationale, autour de tout ce qui est souveraineté sanitaire et médicale. Deuxième souveraineté, qui est aussi acquise, que le Maroc n'a pas senti, mais quelques pays en Europe ont subi, c'est la souveraineté alimentaire. Vous vous rappelez que beaucoup d'importations, les transports aériens s'est arrêté, les gens n'ont pas retrouvé des éléments essentiels de vie ou de survie. Donc, souveraineté alimentaire, ça aussi, c'est devenu un acquis, les stratégies développent. Le Maroc a une bonne politique dans ce sens pour avoir cette autonomie alimentaire, mais c'est devenu aussi quelque chose d'essentiel. Je reviens sur un événement majeur qui s'est passé l'année dernière, c'est un constat européen porté par le président Macron qui a déclaré à Reuters, très connu, très partagé, c'est que l'année dernière, pendant cette crise de Covid, et d'ailleurs il y a d'autres conséquences, c'est que l'Europe s'est rendue compte qu'il y a une bataille à l'aube de cette 4e transformation industrielle qui est dans le digital est au cœur de cette transformation. Ils se sont rendus compte que l'Europe n'avait pas de souveraineté de cloud et qu'elle a perdu cette bataille. Gaia X et d'autres initiatives sont venues à coût de milliards pour rattraper ce retard, mais le retard est là. Donc ce n'est pas juste un problème d'Afrique, c'est un problème mondial. Cette souveraineté de cloud est essentielle. N'attendons pas pour vivre le même constat d'échec que l'Europe subit. Et d'ailleurs, si vous avez suivi les actualités dernièrement, il y a quelques mois, le gouvernement français a aussi arrêté l'usage
de plateformes de collaboration qui sont hébergées hors Europe. Ils se sont rendus compte que la stratégie Cloud First, sans avoir un contrôle réglementaire, peut aller au-delà du périmètre national ou régional et subir les conséquences de lois extra-communautaires ou extra-nationales. Ça aussi, c'est très important. Et d'ailleurs, d'où l'importance et la pertinence d'une nouvelle vision que nous proposons aujourd'hui chez Huawei, c'est que le cloud n'est pas un seul cloud, mais le cloud peut se définir en 3 clouds. Je vais m'expliquer. Tout à l'heure, dans le débat qui était très, très intéressant, j'adhère à quelques théories et quelques points qui ont été discutés. Oui, effectivement, si on regarde la pertinence de l'usage du cloud par des PME ou des startups, oui, ça peut être agile, le go-to-market et tout ça. Mais peut-on mettre les mêmes applications, les mêmes données à tout niveau sur un cloud qui n'a pas les mêmes contrôles, les mêmes réglementations d'usage que ces clouds publics hyperscale. Huawei aujourd'hui a un cloud hyperscale, mais qui se définit sur un périmètre qui ne doit pas être le cloud sécuritaire au niveau des nations, là où on va avoir des services publics très sécurisés, très hermétiques. Donc ça aussi, le cloud, c'est une fondation, mais il doit être indépendant des clouds commerciaux. Le deuxième, c'est le gouvernement, le cloud du gouvernement. Est-ce qu'un gouvernement peut subir des lois extranationales ou régionales d'autres opérateurs dans le monde ou d'autres pays dans le monde sur les données de ses citoyens? Donc, c'est un deuxième cloud. Le troisième cloud peut être fait en partenariat avec, on a cité certains noms, Huawei en est un aussi. D'ailleurs, on a un public cloud aujourd'hui qui se positionne dans le monde et qui est sur l'Afrique, en Afrique du Sud. Le 4e opérateur de public cloud en Afrique du Sud est bel et bien Huawei. Et ça peut être fait en partenariat dans ces modèles-là. L'autre point et le dernier point en bas, à quoi je fais référence, c'est aussi les investissements dans l'infrastructure data center. Tout à l'heure, dans une des présentations, on parlait de la latence et de cloud edge. Donc ça, une accélération de l'usage des data centers, et le data center doit être aussi des investissements de biens pour garantir la transformation digitale et la migration vers une économie digitale et numérique. 2 cas d'usage, et je vais m'arrêter là, 2 cas d'usage. Le G42, qui est le groupe 42, au niveau des Émirats arabes unis, a défini cette stratégie de cloud national souverain en 3 formes. Le premier étant le cloud sécurité, le deuxième le cloud gouvernemental, et le troisième est fait en partenariat avec les hyperscales au niveau commercial. Donc le G42 est un investissement privé, mais aussi fundé par les fonds souverains des Émirats arabes unis. Un troisième cloud, c'est le Cap Verde, pas loin de chez nous, et qui est défini aussi des services à base d'un cloud souverain national avec un data center national. Je vous remercie et si vous avez des questions, je suis là. J'espère que j'ai élevé des points et répondu à quelques questionnements qui ont été soulevés plus tôt. Merci, Monsieur Soucy. 2 minutes complémentaires ajoutées pour donner l'ensemble des éléments. Je vais inviter mon confrère Ousmane Diaye, rédacteur en chef de TV5 Monde Afrique, à me rejoindre sur scène pour qu'il puisse lui-même convier ses invités. Je vous demande de l'applaudir chaleureusement. Nous allons rentrer sur la session des invités ministériels.
Alors, nous allons profiter le temps qu'Ousmane convie ses invités pour remercier l'ensemble des ministres qui sont présents sur cette session. Et je vais tout particulièrement remercier, si je retrouve mes notes, le directeur du cabinet du ministre de l'économie numérique et de la communication du Sénégal, et puis le secrétaire général adjoint du gouvernement du Sénégal. Je te laisse la main à présent. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, on va s'interroger dans cette session ministérielle. On va faire un regard croisé autour de la question des stratégies numériques en Afrique avec deux pays. Le Niger, on aura le ministre Moussa Barazé, qui est ministre des Postes et des Nouvelles Technologies du Niger. Moussa Barazé. Et nous serons avec son collègue Lucien Yest Imbombo, qui est ministre des Ponts, des Télécoms, des Télécommunications et de l'économie numérique du Congo-Brazzaville. Merci d'être avec nous. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre Imbombo, merci. Des Postes. Ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Alors, pour commencer, la question qui est posée, c'est celle des stratégies numériques. Dans chacun de vos pays, le Niger, comme la République du Congo, vous avez mis en place des stratégies numériques. J'aimerais bien qu'on fasse le point où en est le Niger, où en est le Congo. Monsieur le ministre Barazé, peut-être. Merci beaucoup, Monsieur Ousmane Ndiaye. Avant de répondre à votre question, permettez-moi, au nom de mon gouvernement, au nom du président de la République et du peuple nigérien, remercier Sa Majesté le roi Mohamed VI, le gouvernement et le peuple marocain pour nous avoir accueillis ici à Benguérir. Je voudrais également remercier mon frère Mamadou Diallo pour l'invitation et vraiment pour l'accueil chaleureux dont nos délégations et nous-mêmes avons été l'objet à notre arrivée ici et pour toutes les commodités mises à notre disposition pour rendre notre séjour agréable ici au Maroc. Alors, pour répondre à votre question, c'est vrai que depuis les années 90, je pense, nos États ont mis en place des stratégies du développement du numérique. Tous nos États ont mis en place des stratégies de développement du numérique. Nous avons commencé d'abord par, comment on appelle ça, l'effet saoudien, l'analogie, etc. Et pendant ces 30 années, on a vu que le numérique devient pratiquement a intégré pratiquement nos comportements. Donc, ce qui fait que nous avons mis des stratégies pour revenir, comment on appelle ça, pour faciliter d'abord les activités humaines, pour assurer une certaine souveraineté ou, moi je ne parlerai pas de souveraineté, mais une certaine sécurité dans les transactions que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de mener. Donc aujourd'hui, ce que nous avons au niveau du Niger, ce que nous avons fait dans le cadre de cette stratégie, c'était de mettre en place un dispositif d'abord institutionnel dans lequel nous avons d'abord créé ce ministère qui s'occupe exclusivement du développement du numérique, le ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies, avant que ça ne prenne la dénomination de Nouvelles Technologies de l'information, c'était le ministère des Télécommunications, etc., etc. Donc ça a évolué aujourd'hui pour être conforme avec l'IA. Comme je disais, que nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs institutionnels. Nous avons créé une autorité de régulation des communications électroniques et de la Poste qui vise à réguler le secteur des télécommunications.
Nous avons mis en place une autorité de protection des données à caractère personnel. Nous avons mis en place un conseil régional de télécommunications, Conseil national de régulation des télécommunications. Nous avons créé une agence nationale pour la société de l'information qui s'occupe vraiment de la mise en œuvre de tout ce que nous avons, mise en œuvre opérationnelle de tout ce que nous avons comme stratégie, comme politique que nous avons élaborée. Nous avons créé une division dédiée à la cybercriminalité au sein de la police, la direction générale de la police judiciaire. Nous avons un centre de réponse urgente aux incidents informatiques, certes, qui est là. Donc nous avons toute une panoplie des institutions qui nous permettent de lutter sur la cybercriminalité, la cybersécurité, etc. Là, nous sommes en train de rédiger, d'élaborer la stratégie de cybersécurité qui va certainement aboutir à la création d'une agence qui va s'occuper de la gestion de la cybersécurité. Nous avons lancé un appel d'offres pour la construction de notre data center national pour stocker nos données au niveau régional, au niveau national, etc. Et sur le plan législatif, nous avons une loi, mise en 2017, une loi relative à la protection des données à caractère personnel, qui a pour objectif de garantir la protection et la sécurisation des données à caractère personnel. Nous avons, en 2018, mis une loi portant réglementation des communications électroniques, etc. Donc, nous avons vraiment une panoplie de dispositions légales, un cadre institutionnel que nous sommes en train de mettre en place. Voilà. Alors, Monsieur le ministre Léon Juste Imbombo, on l'a vu, le Niger a mis un ensemble de cadres législatifs et d'organes dans le cadre du déroulement de sa stratégie numérique. Où en est la République du Congo? Vous en êtes où? Qu'est-ce qui est en cours? Merci beaucoup. Je voudrais aussi d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de remercier Son Altesse le Roi du Maroc pour l'accueil ainsi que le gouvernement marocain et surtout féliciter notre cher frère Mohamedou, parce que 10 ans ce n'est pas rien, dans un secteur qui est en perpétuelle évolution, puisqu'on en parle aujourd'hui. Pour ce qui est de la stratégie au niveau de mon pays, la République du Congo, très tôt, le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a fait du numérique un secteur stratégique pour diversifier l'économie de notre pays. Parce que le Congo, tout le monde le sait, c'est un pays dont la première ressource est le pétrole. Donc on voudrait, à travers justement le digital, essayer de diversifier l'économie. On a une stratégie Congo Vision Digital 2025. C'est une stratégie qui est axée sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est le e-citoyen, contenu numérique pour les citoyens. Le deuxième pilier, c'est le e-gouv pour le gouvernement. Et le troisième pilier, c'est le e-business, justement pour favoriser le commerce électronique. Et à côté de cela, on a mis en place, on a pris un cadre législatif qui protège aussi bien les citoyens dans le cyberespace que les systèmes d'information. Donc on a, pour en parler, parce que je profite de la tribune, puisque je fais aussi, dans le cadre de Smart Africa, on en a parlé, nous assumons la présidence du Conseil des ministres de l'Alliance Smart Africa, et nous avons des instruments qui peuvent permettre, puisqu'on va peut-être dire un mot là-dessus, qu'il y ait une meilleure collaboration, c'est-à-dire qu'on a un instrument pertinent qui est le traité de Malabo sur la protection des données à caractère personnel et la lutte contre la cybercriminalité. Donc j'invite tous les États, justement, qui n'ont pas encore ratifié le traité de Malabo, de pouvoir ratifier ce traité de Malabo. Le Congo a ratifié ce traité de Malabo. Et le Congo a aussi, est en pourparlers avec l'Union européenne pour adhérer au traité de Budapest. Et concernant justement les instruments qui vont accompagner, il y a l'opérationnalisation de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, puisque nous sommes dans un secteur là où nous devons aussi avoir un gendarme pour le suivi, surtout dans le cadre des systèmes d'information. Et le Congo est en train de travailler aussi, c'est aussi essentiel, je pense que c'est même la base de l'économie numérique, les infrastructures. Si on n'a pas les infrastructures critiques, c'est très difficile de pouvoir développer une économie numérique. Donc on a, dans le cadre, ça a été dit ici, du projet Central Africa Backbone, nous avons
des réseaux avec le Gabon qui est totalement achevé, opérationnel. On a un réseau que nous avons finalisé la construction, c'est avec le Cameroun. Il y a un autre réseau avec la République centrafricaine qui nous permettront d'avoir une redondance en cas de coupure d'Internet. On a un petit trafic avec la RDC, avec Kinshasa. Voilà en gros l'écosystème que le gouvernement a mis en place pour justement faire en sorte qu'on ne rate pas cette révolution. D'accord, merci. Alors, dans ces stratégies en cours, la question qui est posée ici, c'est quelle place occupe la souveraineté numérique pour vos États. Alors, c'est très intéressant parce que à l'entame, hein, j'entendais monsieur le ministre Barazé déjà remettre les choses et exprimer un désaccord avec le terme de souveraineté numérique et parle plutôt de sécurité numérique. Je me lance. Vous êtes d'accord déjà? Je vais répondre à votre question. Vous savez, en 2017, on a organisé, les ministres en charge des TIC avaient organisé à Alger la gouvernance de l'Internet en 2017. Et on avait eu à prendre quelques décisions justement pour faire en sorte qu'on puisse mieux gouverner l'Internet. Et lorsqu'on parle de souveraineté, ça veut dire que, vous allez comprendre pourquoi je parle de la gouvernance de l'Internet, puisqu'on en parle jusqu'à présent. Lorsqu'on parle de souveraineté, ça veut dire qu'on est autonome. Est-ce qu'on est capable d'être autonome? Oui et non. Vous répondez quoi? Oui et non. Oui, parce que pour le gouvernement, nous devons stocker, avoir la maîtrise du stockage de nos données. C'est essentiel. On peut parler du e-gouv si vos données sont hébergées dans un autre État ou sont hébergées dans un cloud, là où vous n'avez pas la maîtrise. Mais non, parce que nous sommes dans un secteur là où on ne maîtrise pas encore totalement la technologie. Donc, on a besoin de la coopération. Voilà pourquoi est-ce que j'ai parlé tantôt des traités internationaux pertinents. Coopération ou dépendance? La coopération fait qu'on est obligé d'avoir une interdépendance. D'accord. Parce que c'est comme dans la gouvernance de l'Internet. Aujourd'hui, on parle de gouvernance de l'Internet parce qu'aucun pays, aucune nation ne peut, aucune nation à elle seule, assumer sa propre gouvernance de l'Internet. Elle aura toujours besoin des autres nations. Pourquoi? Pourquoi il y a des traités pertinents au niveau international? Sinon, il n'y aurait pas des traités pertinents au niveau international. Donc, ça veut dire que c'est oui et non pour l'État. L'État a l'obligation de pouvoir stocker ces données. Donc, nous, le Congo, on a lancé un appel d'offres justement pour la construction des data centers principaux et des backups. Et c'est pour stocker les données du gouvernement, mais non, parce que c'est un secteur qui nécessite toujours de la collaboration et c'est très difficile. Si je vous entends bien, hein, peut-être que je me trompe, j'ai l'impression que la souveraineté est quasi impossible avec l'architecture de l'économie numérique actuelle. Mais est-ce qu'à l'heure actuelle, un pays dans le monde est-il totalement souverain, économiquement? Il y a un grand magazine qui posait la question il y a quelques années en parlant de l'État Google. Oui, les GAFA, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre débat. C'est vrai que les GAFA ont pris beaucoup de pouvoir. C'est ça, on parle de la gouvernance de l'Internet. Hein. Et c'est pour ça qu'on parle même de la taxation de ces GAFA. Mais nous sommes dans un secteur qui est tellement évolutif et dont le premier combat, pour nous les Africains, je pense que ce serait d'abord d'avoir ces infrastructures. On peut avoir ces infrastructures. De pouvoir maîtriser ces infrastructures. Oui, aujourd'hui, nous sommes ici dans un alma mater là, qui permet justement que les jeunes Marocains et même Africains puissent avoir la maîtrise de ces nouvelles technologies. Et troisièmement, mais on aura toujours besoin de collaboration parce que cette technologie, elle vient d'ailleurs. Voilà. Monsieur le ministre Barazé, d'entrée de jeu, vous avez préféré parler de sécurité au lieu de souveraineté. Moi, j'ai préféré parler de sécurité parce que, vous savez, la notion de souveraineté est, c'est vrai, très importante, mais c'est une notion très vaste et très complexe. Dans un monde aujourd'hui qui est dominé par les multinationales, qui aujourd'hui font pratiquement concurrence à nos États, je ne pense pas qu'on puisse tout de suite, et surtout dans un monde globalisé,
ou quand vous prenez de façon, comment on appelle ça, de façon virile, la notion de la souveraineté même de nos États, pas numérique, de nos États, est-ce qu'aujourd'hui, nous autres États africains, même les autres États, est-ce qu'on peut parler de souveraineté dans un monde globalisé? Dans un monde où nous sommes obligés d'aller chercher l'Internet ailleurs pour l'amener ici, nous sommes obligés, pour construire nos data centers, les clouds, etc., nous sommes obligés d'aller chercher la technologie ailleurs pour l'amener ici. Est-ce que nous sommes fondés aujourd'hui à parler de souveraineté? Moi, je pense que parlons plutôt, allons-y par étapes, parlons plutôt de sécurité. Aujourd'hui, ce qui est le plus important et le plus urgent pour nous, c'est de pouvoir sécuriser nos données personnelles, nos transactions. Il a parlé de e-gov aujourd'hui, de le faire. Monsieur le ministre, moi je pense que même si vous avez un data center, tout à l'heure, un intervenant l'a dit ici, même si vous avez un data center national qui est là, mais n'oubliez pas que c'est quand même les multinationales là qui vont fabriquer tout ce qu'il y a comme composants dans le data center. Quelle est la garantie que nous avons que ces data centers ne seront pas, je ne sais pas, piratés demain par ces mêmes gens? Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il a lieu de faire, c'est de tout faire mettre en place des législations, un cadre juridique pour assurer la sécurité d'abord de nos données et de nos transactions. Moi, je pense qu'il faut aller par là. Tout à l'heure, notre précédent orateur, Mounir Soussi, l'avait dit. Il a dit qu'il n'y a que 2% d'investissement en Afrique dans la construction des data centers. Alors, nous, si on n'a pas l'infrastructure, si on n'a pas investi dans l'infrastructure, comment est-ce que nous allons parler de souveraineté? C'est ça le problème. Donc aujourd'hui, la vraie question que nous avons, moi je pense que c'est de voir comment il faut investir, développer les infrastructures pour que, en tout cas, cette fracture numérique que nous avons de 70%, parce qu'aujourd'hui vous avez environ 70% des Africains qui ne sont pas connectés à Internet. Ça, c'est ça le réel problème. Moi, je préfère aujourd'hui qu'on parle de sécurité, qu'on parle de souveraineté ici. Vous insistez beaucoup, Monsieur le ministre Barazé, sur l'infrastructure, donc problème de moyens. Monsieur le ministre Mbombo parle de problème global, donc qui dit problème global dit sans doute réponse au niveau global. Est-ce qu'il est possible d'avoir une sorte de panafricanisme numérique, c'est-à-dire par exemple sur la question des infrastructures? J'en profite parce que nous avons deux ministres du Niger et du Congo. Est-ce qu'au niveau panafricain, il y a une réponse possible? Est-ce que vous voyez une alternative à ces stratégies numériques? Chaque pays a sa stratégie. On le voit, vous l'expliquez très bien. Les pays font face à des problématiques de moyens. Il a parlé tout à l'heure de la Convention de Malabo, où les États africains se sont réunis pour mettre en place une convention, justement, pour lutter contre la cybercriminalité dans le cyberespace en Afrique. Moi, je suis convaincu d'une chose. Plus nous sommes unis, plus nous serons plus forts, plus nous pouvons assurer notre souveraineté. Mais si chacun va de son côté, c'est-à-dire que tous nos gouvernements, on investit tous, hein, on a des législations, on s'endette pour investir. Je vois que la plupart des pays, chaque pays a sa stratégie numérique nationale. À sa stratégie numérique nationale, à ses institutions, etc. Donc, il faudrait qu'on arrive. Je sais que chaque pays, c'est difficile qu'on fasse tous la même chose, mais on peut avoir une certaine harmonisation qui nous permettra d'avancer et de réduire notre dépendance vis-à-vis de le truc. Moi, j'ai un pays qui a 1 200 000 km vaste de 1 200 000 km². Aujourd'hui, si nous sommes confrontés à une insécurité, nous avons nos défis classiques que vous connaissez tous en Afrique, l'accès à l'eau, l'éducation, l'énergie, etc. Alors, vous voyez, si on devrait aller seul dans les infrastructures, ça va être un peu difficile pour nous. Nous sommes régis également par des institutions de Bretton Woods qui vous imposent des taux, des montants des taux à ne pas dépasser, d'endettement, etc., etc. Donc, tant qu'on ne mutualise pas nos ressources, moi, je pense que ça va être très difficile
qu'on puisse atteindre un objectif, l'objectif que nous voulons de cette, je ne sais pas, cette souveraineté ou bien assurer la sécurité de nos trucs. J'ai lu un rapport de GSMA qui dit qu'en Afrique subsaharienne, je pense qu'il y a moins de 28% de la population qui sont connectés à Internet. Moins de 28%. Je pense que c'est un rapport de 2021 qu'ils ont sorti, moins de 28%. Alors imaginez, plus de 70% ne sont pas connectés à l'Internet. Moi, je pense que les priorités sont là, c'est vrai. Les 28%, il faut protéger leurs données, il faut protéger la sécurité. Mais moi, je pense que l'important, c'est, si on veut assurer cette souveraineté ou bien la sécurité, c'est d'investir dans les infrastructures. Et surtout, en deuxième lieu, d'investir dans les ressources humaines. Voilà. Monsieur le ministre Imbobo, sur la question, faut-il sortir des stratégies nationales qui finalement ne deviennent pas étriquées face à l'ampleur du problème? Non, je pense que chaque État doit avoir sa propre stratégie. Mais je reviendrai, mais au niveau de l'Afrique, nous avons des instruments aujourd'hui qui peuvent nous permettre de mieux travailler, de mieux mutualiser aussi nos efforts. J'ai parlé tantôt de l'Alliance Smart Africa, ça fait déjà 32 États africains. Ceux qui n'ont pas encore adhéré à l'Alliance, je vois mon frère et collègue de Madagascar, ben, on vous attend. Et il y a aussi au niveau de l'Union africaine, le comité technique spécialisé sur la communication et les technologies de l'information et de la communication qui existent. Donc, on a un cadre qui peut permettre à ce qu'il y ait cette collaboration. On a besoin d'avoir cette collaboration pour faire en sorte qu'on ne rate pas cette révolution. Maintenant, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue du Niger. Si on n'a pas la base de l'économie numérique, comment est-ce qu'on va développer cette économie numérique? La base de l'économie numérique, ce sont les infrastructures. Donc, on a besoin d'avoir des infrastructures, on a besoin d'avoir autant de sorties. Mais là où on a parlé de la souveraineté, mais mon frère collègue l'a dit, lorsque vous êtes en rapport, par exemple, avec les institutions de Bretton Woods, est-ce qu'on peut dire que vous êtes souverain? Puisque, voilà, c'est une bonne question. Donc, il y a toujours l'interdépendance. Et on doit plutôt travailler dans le cadre de ce qui a été dit ici, de la construction des infrastructures, du renforcement de capacités. Voilà. Il nous faut avoir les technologies et il faut que les jeunes Africains puissent appréhender les nouvelles technologies. Et je profite de faire, c'est peut-être pas une annonce, je pense que les sachants qui sont ici connaissent très bien. Le Congo a signé un accord de partenariat avec la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et on va abriter à Brazzaville le Centre africain de recherche sur l'intelligence artificielle. Justement parce qu'on pense que non, les Africains, les jeunes Africains, à travers les algorithmes, ils peuvent aussi commencer à appréhender ces nouvelles technologies. Donc, le travail, la technologie vient d'ailleurs, mais nous partons quand même sur une base, peut-être pas égale, mais on part sur le point que les jeunes Africains sont aujourd'hui des férus des nouvelles technologies. Vous voyez qu'un petit enfant, lorsque vous lui passez votre téléphone, il vous le démonte en moins que rien. Il a déjà toutes les applications, il s'est téléchargé. Et je pense que c'est un travail que nous devons continuer à faire et puis à adhérer dans les structures qui existent déjà au niveau continental pour que nous puissions parler d'une seule voix. Voilà. Nous sommes bousculés par le temps, mais j'aimerais, puisque ces rencontres ont 10 ans, qu'on essaye un peu de faire de la prospective. Dans vos pays, donc le Niger, la République du Congo, comment voyez-vous, si on se projette dans 10 ans, on sera où? Est-ce que, par exemple, la question des infrastructures sera réglée? Je vais me lancer très vite. Il y a quelques années, lorsque j'ai commencé à parler du mobile money, les gens chez nous au Congo me disaient « Mais le ministre, qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter? Mobile money, ça veut dire quoi ?» Mais aujourd'hui, le mobile money, non seulement assure l'inclusion financière dans notre pays, mais aussi assure cette inclusion au niveau des communications électroniques. On a un instrument, c'est le service universel, qui permet de pouvoir être connecté. C'est-à-dire que c'est une marche en avant, on est obligé de suivre. Et chez nous, le président de la République, son excellent Denis Sassou Nguesso, a trouvé le terme exact.
il a dit il faut arrimer le Congo au développement de l'économie numérique. Voilà, c'est ça. C'est un challenge. On doit arrimer nos États et on est obligé de suivre, sinon on va rater le train. Mais je ne pense pas qu'on ratera le train des nouvelles technologies, je ne pense pas. Monsieur le ministre Barazé, le Merci. train ou le TGV? Oui, le train, personne ne veut le rater. Vous savez, la pandémie de la Covid-19 a accéléré les choses. Aujourd'hui, tous les États, en tout cas tous les gouvernements, c'est la même chose chez nous. Le président de la République, quand il avait pris fonction, je pense qu'il avait fait de deux choses ses priorités, l'éducation et le numérique. Je pense qu'il a pris fonction le 2 avril. Il a reçu le secteur de l'éducation, je pense, le 2 ou le 3 mai, et puis le secteur du numérique le 7 mai. Et ces instructions sont très claires, c'est de faire du numérique un levier de croissance économique de notre pays. Mais pour y arriver, nous sommes en train de revoir par rapport à ses instructions et à son programme politique, reprendre notre plan numérique 2022-2026. Et la priorité chez nous, c'est comme je l'ai dit, c'est vraiment le développement des infrastructures. C'est-à-dire, nous avons un taux de pénétration mobile de 54% à peu près, mais Internet de 30%. C'est très peu si on veut développer le numérique, si on veut faire des choses. Donc, il faudrait que nous sommes en train d'investir dans les infrastructures. Actuellement, nous avons deux projets sur la fibre optique qu'on est en train de mettre en œuvre. Donc, c'est le développement du numérique. La deuxième chose, c'est investir dans comment on appelle ça, dans les ressources humaines. Nous avons une école supérieure de télécommunications à Niamey qui avait un budget de moins de 200 millions il y a quelques mois, mais aujourd'hui qui se trouve avec plus de 2 ou 3 milliards de budget pour que la question de l'éducation, de la formation professionnelle soit prise en charge dans le domaine des télécommunications. Donc c'est ça les priorités que nous avons. Et l'objectif, c'est vraiment de réduire la fracture numérique que nous avons, que nous observons. Et il s'est fixé pour objectif d'aller en 2025 à 100% dans le domaine taux de pénétration mobile, et à peu près 66%. Le taux actuel, c'est combien? Le taux actuel, c'est à peu près 54%. D'accord. Environ. Et en 2025, 100%. 100%, on veut aller à 100% en tout cas. Et pour le taux de pénétration Internet, nous sommes à 30% et nous voulons aller à 50 ou 60%. D'accord. Merci. Merci, monsieur le ministre Moussa Barazé. Je rappelle que vous êtes le ministre nigérien de la Poste et des nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Merci, monsieur le ministre Léon Juste Imbombo, ministre de la Poste, des télécommunications et de l'économie numérique de la République du Congo. Merci à vous. Merci de nous avoir prêté attention. Je pense que le sujet aurait mérité plus de temps, mais nous sommes bousculés. Je vous invite à poursuivre le débat pendant le cas. C'est nous qui avons fait les frais alors du retard. Vous dites? J'ai dit c'est nous qui avons fait les frais du retard. Oui. Bon, merci, bon appétit à tout le monde. Merci. Merci. Merci, messieurs les ministres, pour votre patience et surtout pour la richesse du panel que vous nous avez offert. Je vais convier l'ensemble des participants à aller se restaurer. Donc, nous avons 1 heure pour déjeuner. On va se retrouver donc dans la salle à 14h pour la suite des débats. Nous avons préparé une après-midi tout aussi riche que la matinée. Nous espérons vous retrouver à 14h. Poursuivez vos échanges. Continuez à poser des questions à nos invités. À tout à l'heure. 15h. Ah bah oui, c'est vrai, si je ne vous laisse pas le temps de manger. À 15h, pardon.